Salut à tous. Salut. Bon, épisode 21 de Tatami Connexion. Épisode qui va concerner l'entrée de la CFJJB à la Fédération de Judo. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc la nouvelle, elle est tombée il n'y a pas longtemps, c'est officiel. Elle est rentrée, le CFJJB est rentré comme discipline associée à la Fédération de Judo. Depuis, on peut lire tous les avis sur les réseaux. Donc on va essayer de donner notre point de vue, on va essayer de passer en revue toutes les implications potentielles de cette entrée dans cette fédération-là. Donc voilà, début du podcast, on va commencer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast dédié JJB. Donc là, ouais. C'est l'occasion. Mais avant ça, bon, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais parce qu'on n'y pense jamais, mais on va essayer de le faire cette fois-ci. Pensez à vous abonner. C'est bien, tu y as pensé. J'y ai pensé, mais je l'ai noté. J'ai mis un petit astérix avec marqué abonnement. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à partager, à essayer de faire connaître le podcast s'il vous plaît. On parle de tout, on parle de JJB, on parle de MMA, vous le savez. On essaye d'être à fond sur tous les sujets. Donc si notre point de vue vous intéresse et que vous appréciez nos deux magnifiques personnalités, n'hésitez pas à communiquer autour de vous et comme ça permettra de nous faire connaître un maximum de monde. Donc commençons. Ceci étant dit, c'est parti. Donc bon, on va commencer déjà par la situation de base. Le CFJJB aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il était déjà sous une fédération. Donc si vous le saviez ou si vous ne le saviez pas, en tout cas c'était le cas. Il était sous la FFST, donc c'est la Fédération des sports travaillistes. C'est une fédération qui regroupe un maximum de sports divers et variés. C'est une fédération où c'est assez simple d'y rentrer entre guillemets. Donc en général, quand on cherche à avoir un pied avec une fédération délégataire entre guillemets, et encore, je suis même pas sûr que la FFST elle soit délégataire, mais en tout cas avoir un support fédéral sur une discipline, la FFST elle est tout indiquée à ce niveau-là. Je sais que la lutte à livrer aussi est rentrée dans le biais fédéral par la porte de la FFST via Flavio Peroba. Voilà, il y a tout un tas de sports comme ça, et puis on retrouve des sports comme par exemple le foot aussi, tu sais, qui a la fédération française de foot, mais aussi qui a des clubs qui s'affilient à la FFST. Donc tu vois, ça permet d'avoir ils avaient fait la demande pour avoir le MMA. Oui. Bah, de toute façon, tous les sports comme ça qui sont un peu délaissés, qui n'ont pas forcément une grosse reconnaissance ou qui débutent, en tout cas, ça peut être un premier pas fédéral avec une fédé. Bon, en sachant que ça ne te donne pas énormément de moyens, parce que comme je disais, je suis pas sûr qu'elle soit délégataire au niveau de l'État. Donc il faut comprendre qu'une fédé délégataire, c'est une fédé qui peut accorder des diplômes qui permettent d'enseigner, par exemple, avec un brevet, enfin en tout cas un BPGEPS, un brevet d'éducateur professionnel de la jeunesse et sport, qui permet d'avoir une carte pro, d'enseigner rémunéré, et donc voilà. Et c'est surtout, c'est les fédérations qui ont le plus de pouvoir, entre guillemets, et qui permettent d'avoir le plus de subventions, qui permettent d'avoir le plus de facilité en fait dans la gestion des clubs. Donc ouais. Voilà. Donc c'est le fait de rentrer à la fédération de judo, c'est une continuité, ça permet d'avoir une logistique plus importante, d'avoir plus de moyens, donc déjà à ce niveau-là c'est déjà positif. Il faut savoir que de toute façon, pour ceux qui se poseraient la question pourquoi la commission, enfin la CFJJB n'a pas sa fédération directement, ne crée pas sa fédération directement, c'est parce que c'est très difficile de rentrer dans les cases pour avoir une fédération dédiée à la discipline. C'est pour ça d'ailleurs que le MMA aussi n'a pas créé, pourtant malgré le nombre de licenciés, malgré tout, que ça soit une discipline qui quand même d'un point de vue international est bien assise, n'a pas eu sa propre fédération directement et est passé par la fédération de boxe par la même occasion, parce que c'est un peu un passage obligé en vrai. Tu es limite obligé de passer d'abord par une fédération délégataire pour ensuite faire tes preuves entre guillemets et ensuite espérer peut-être avoir une place dans devenir une fédération délégataire. Mais ça reste très rare. Même en termes de licenciés, ça reste très faible en France, le JB et le MMA. Pour parler de ces deux disciplines, ça reste très faible comparé aux autres gros sports de combat comme le karaté ou le judo.
Alors oui, ça reste très faible parce que, mais en fait, encore une fois, c'est des critères qu'il faut prendre avec du recul, dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de licence, enfin, si, là, t'as le CFJJB, tu vois, mais tout le monde n'est pas, comme c'est pas une fédération, tu vois, à proprement dit, c'est une commission. Donc, tout le monde ne prend pas de licence à la CFJJB. Tu as beaucoup de clubs de jiu-jitsu brésilien qui ne sont pas affiliés CFJJB. Sans compter, on y reviendra tout à l'heure, des gens qui s'affilient directement à l'IBJJF, tu vois. Ouais. Pour le MMA, c'est pareil. Là, il y avait même pas. Si, tu avais la commission de MMA, mais tous les clubs n'étaient pas à la commission de MMA. Donc en fait, entre le chiffre réel de personnes qui pratiquent une discipline et le chiffre de personnes qui se seraient licenciées, enfin qui seraient licenciées, en fait, il y a un gap. Tu peux pas savoir véritablement. Donc justement, c'est aussi un moyen de mettre un support et de mettre un cadre qui permettra aux gens de venir et de prendre une licence et d'avoir un chiffre réel du nombre de personnes, en tout cas qui s'approche du chiffre réel du nombre de personnes qui pratiquent une Qui pratique discipline. vraiment. Et Ouais. comme ça, après, tu peux le mettre en avant pour essayer d'avoir ta propre fédération. Ça s'est passé, par exemple, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec le Sambo qui était à la FFL et qui après a eu sa propre fédération, Ah ouais? je crois. Je crois que c'est même plus le cas maintenant, parce qu'après, il faut pouvoir le tenir. Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu un moment où elle a eu sa propre fédération. Elle était sortie de la FFL, elle avait sa propre fédération. Après, est-ce qu'elle était délégataire, je sais plus. Mais j'avoue que là, je dis ça parce que ça me vient là à l'esprit, mais j'ai pas été recherché. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que en tout cas, c'est un passage obligé. Tu passes par une fédération, tu as une discipline associée. Ensuite, si tu as assez de poids et de pouvoir, tu peux devenir une fédération délégataire. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir les reins solides parce qu'il faut tenir sur les années. Ouais. Donc ça, c'est un système franco-français, hein, de toute façon, ce système de fédération. On a vraiment un système sportif, de toute façon, qui est unique presque en France par rapport au reste du monde. Donc notamment avec le système de diplôme. Et donc, en fait, c'est une continuité. Fédération délégataire, diplôme, BPGEPS pour pouvoir enseigner rémunéré. Il y a presque que en France que ça existe ça. Si vous passez la frontière, quel que soit le pays, vous pourrez enseigner sans avoir de diplôme fédéral. Oui, fédéral. C'est-à-dire vous pourrez vous pourrez passer un diplôme dans votre club, en tout cas avoir l'expérience nécessaire pour le faire, mais vous n'aurez pas besoin d'un Voilà. BPGEPS pour enseigner. Donc voilà, donc là en tout cas ça permet d'avoir une logistique et une logistique beaucoup plus grande sur le fait d'être dans une fédération délégataire. Et ça apporte beaucoup d'avantages. On peut commencer par quelques avantages, donc vis-à-vis des municipalités déjà. Donc Des dojos? des dojos, des salles municipales, des subventions. Tu vois, il y a forcément des, euh, des disciplines. Le judo aura peut-être plus de subventions que le JJB parce que justement il a l'appui de la fédération derrière. Tu vois, des diplômes reconnus, donc c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Donc effectivement, comme on disait, le sport était à la FFST et il n'y avait pas de BPGEPS. Donc le seul diplôme qui était possible de passer, c'était un CQP, certificat de qualification professionnelle, pour pouvoir enseigner rémunéré. Parce que quoi qu'il arrive, même si les gens disent qu'il y avait un flou, tu sais, et que comme il n'y avait pas de fédération, on pouvait enseigner en étant rémunéré sans avoir de diplôme d'État. Mais ça, c'était une croyance, mais une fausse croyance, puisque de toute façon, c'est pas légal, même si on sait que ça arrive tous les jours. Ça, oui, ça se fait, mais c'est pas légal. Voilà. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut, hein. Moi, je suis un peu contre le système du BPGEPS et du CQP et tous ces trucs-là, parce que ce n'est pas représentatif de ce que fait un bon prof. Enfin, tu vois, on reste sur une base, c'est très court comme formation. C'est plus savoir si tu as finalement les armes pour ouvrir une association ou pour ouvrir une structure. Mais ça ne fait pas de toi un prof. Ce qui fait de toi un prof, c'est les années que tu as passées sur un tapis, c'est l'expérience que tu t'es faite. Et tu vois beaucoup de gens qui, à mon sens, bon ça c'est une parenthèse, hein, mais qui sont scolaires et qui ont cette faculté à passer un diplôme et qui passent donc les BPGEPS parce que voilà, et qui en fait finalement ne sont pas des bons profs. Et tu as des gens qui sont Mm. extraordinaires, qui peuvent emmener un élève de zéro à un niveau professionnel et qui, parce qu'ils n'ont pas le temps, pas la patience, pas les moyens financiers aussi, parce que ça coûte de l'argent, Ouais, c'est un coup, hein. c'est un sacré coût. Et puis c'est un coût en temps aussi, parce que tu sais, passer un BPGEP, je crois que c'est 5 semaines
Enfin, peut-être que ça dépend des, Enfin, ça dépend du ça BPGEPS que dépend tu des passes. BPGEPS, ouais. Mais par exemple, je sais qu'à la FFL, c'est 5 semaines, tu sais, où tu es sur site pour passer ton examen, en tout cas pour préparer ton examen et le passer à la fin. Mais 5 semaines, quand tu travailles et que tu veux te professionnaliser derrière et que tu veux passer un BPGEPS, c'est 5 semaines de congés payés. C'est-à-dire qu'en fait, tu sacrifies une année de congé, tu sais, pour passer ton BPGEPS. Donc ça demande une Oui, oui, c'est implication, sûr. voilà, faut pouvoir le faire. Donc, donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est une obligation. Moi, j'aime pas trop ce système-là, mais ça reste une obligation. Donc là, le fait d'avoir justement ce système de rentrer avec la fédération de judo, eh ben là, pour le coup, on va pouvoir rentrer dans ce cadre légal et profiter de l'avantage du BPGEPS. On le voit de toute façon, le gros avantage quand on parlait des municipalités, c'est que par exemple le judo, on le sait très bien, on a presque tous commencé par le judo ou le karaté. Non, pas moi. Mais Ah oui, karaté, oui. voilà, tu vois, judo ou karaté. Parce que c'est les deux plus grosses fédérations qui sont tellement bien implantées au niveau de l'État que ça va jusqu'au fait de commencer, enfin d'enseigner dans les écoles. Finalement, moi, pourquoi j'ai commencé par le judo quand j'étais tout petit, que j'avais 6 ans et tout ça, parce que dans l'école dans laquelle j'étais, dans mon école primaire, il y avait la possibilité de faire des cours de judo à la fin des cours. Ah ouais? Oui, oui, Non, oui. j'ai pas eu ça, moi. T'avais pas ça? Ouais, mais c'est parce que moi, J'ai pas eu je ça. suis Mais dans en tout une cas, c'est ville vrai que les privilégiée. clubs de judo et de karaté, ils sont bien intégrés, même dans la vie de la ville, tu vois. Comme tu dis, le chemin, il est tracé. C'est normal de commencer par ça. Oui, parce que tu as plein de créneaux, parce que tu vois, et puis t'as vraiment un soutien, tu vois, les subventions. Pourquoi on parlait des subventions? Ce n'est pas que pour ce n'est pas que pour la vie de l'association, c'est aussi pour pouvoir rémunérer des profs, justement, qui ont le BPGEPS. Et donc tu auras des profs qui seront salariés, et donc c'est peut-être pas le boulot à 100%, mais qui auront plus de facilité. C'est toujours plus facile de dégager du temps quand tu n'es pas bénévole, mais que tu as un salaire. Tu vois, même C'est si c'est clair. un petit salaire, bah, au moins quand tu sors de chez toi, que tu vas donner tes cours, tu sais pourquoi tu le fais. Moi, je suis bénévole et ça m'a jamais dérangé de l'être. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de trouver des bénévoles. Donc, le côté rémunéré, tu vois, ça, c'est parlant. Et plus tu as de subventions et plus une association peut rémunérer des professeurs. Et donc, c'est le cas dans le judo. Et effectivement, moi, dans ma ville, dans presque toutes les écoles, si ce n'est pas toutes les écoles primaires, il y a des profs qui donnent des cours de judo. Donc ça, Bah écoute, c'est super positif. Tu vois, on était dans le préau de l'école, c'est-à-dire tu sortais des cours, tu allais tout de suite dans le préau de l'école, il y avait les tatamis, et puis tu t'entraînais dans le préau, quoi. bah, chez moi, il n'y a pas ça. Ah, mais c'est ça de vivre dans des coins trop risqués, gangrénés par la délinquance, visités par enquête exclusive. C'est ça. Il y a Et donc, Bernard de la Villardière, mais il n'y a pas de judoka. il n'y a pas de judoka. Il a beaucoup marché dans les rues de ta ville, cet homme. Et donc voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, ça m'a permis de commencer comme ça. Et je me dis que, tu vois, dans une ville comme la mienne, eh ben, le fait d'avoir ce pied dans cette fédération de judo, c'est peut-être positif parce que plutôt, en tout cas, il y aura peut-être la possibilité de proposer à la fois une formule judo, mais peut-être aussi une formule jiu-jitsu brésilien, parce que justement, on fait partie de la fédération. Tu vois, ça peut te donner peut-être un poids pour aller voir le service des sports de la mairie et puis pouvoir t'implanter au niveau des scolaires. Ce qui est positif pour la discipline. Parce que même si aujourd'hui il y a de plus en plus de cours pour les enfants, ça manque quand même toujours. Et on sait très bien que ce qui fait vivre et qui fait développer et évoluer une discipline, c'est quand on commence déjà par enseigner aux enfants. Oui. Tu vois, un sportif professionnel, un sportif. Enfin, pourquoi aujourd'hui une discipline va performer à l'international dans un pays? C'est parce qu'on prend les athlètes depuis le plus jeune âge. Quand tu commences et que tu as 20 ans, forcément ta carrière professionnelle elle est quasi nulle. Parce que tu n'auras pas la progression nécessaire, à moins d'être exceptionnellement fort et d'avoir des aptitudes de dingue. Tu n'auras pas l'ancienneté de quelqu'un qui a commencé à Ouais, c'est 5-6 ans, compliqué, quoi. ouais. Tu vois. Donc avec le jiu-jitsu brésilien, on pourra peut-être justement
via cette entrée à la fédération de judo, peut-être pouvoir donner plus de cours aux enfants, peut-être faire évoluer beaucoup plus la discipline et augmenter. On parlait sur un précédent podcast, qu'est-ce qu'il faut pour faire évoluer le jiu-jitsu brésilien et performer à l'international. Peut-être que par cette nouvelle-là, on a peut-être une piste pour justement faire évoluer la discipline et améliorer le niveau global français. Ouais. Donc à voir. Donc déjà là pour moi c'est un gros avantage et c'est vraiment positif à ce niveau-là. Un autre avantage, Deuxième avantage. peut-être, c'est qu'on rentre dans une fédération qui est olympique aussi. Ouais. En Donc, quoi ça sera un avantage? eh bien, je vais te le dire. Ouais, bah dis-le moi. Non, Non, parce que ce que je veux dire, c'est que la France qui rentre, qui se lie au judo. Tu vois, donc ça n'a pas vraiment un poids. oui, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça n'est un avantage que si c'est valable partout dans le monde. Aujourd'hui, en France, mais c'est une question que les gens peuvent se poser. En fait, moi, j'ai vraiment pris, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'ai remonté les fils de commentaires et tout ça, donc j'ai repris un petit peu toutes les questions qui se posaient, et donc pour essayer de les traiter. Effectivement, le fait que ça rentre sur une fédération olympique, on pourrait croire que ça serait une passerelle plus facile pour les JO, mais si effectivement on n'est que dans ce cas-là en France, finalement ça fait pchit, parce que ça n'induira pas de fait une potentielle ouverture sur les JO. On fera un sujet justement là-dessus sur les disciplines vraiment spécifiques. Est-ce que le MMA, le JJB ont une chance de passer aux JO? Mais j'ai déjà un petit point de réponse qui m'a été apportée par Claire-France Thévenon, qui me disait que par le Newaza, parce qu'on peut se poser la question, on va en reparler, mais du Newaza, le Newaza combat sous la fédération du JJIF, qui est en lien avec l'AJP, et elle me disait que les Émirats Arabes Unis donnaient énormément de moyens à travers cette fédération-là, dans l'espoir de voir la discipline devenir discipline olympique. Ouais. Et on sait que ça, c'est vraiment un point important pour entrer dans les JO. L'appui financier, il est crucial. Exactement. Donc bon, alors c'est vrai que là, à proprement dit, si le jiu-jitsu brésilien rentre à la fédération de judo, ça n'implique pas forcément une fédération olympique, ça n'implique pas forcément une entrée au JO, parce que sinon ça serait le cas aussi avec la fédération de lutte et le grappling. Puisque Oui. on le voit, hein, il y a effectivement une équipe de France, il y a effectivement un championnat d'Europe, un championnat du monde, mais même si on en a déjà entendu parler, ça ne s'est pas encore fait, et on n'a jamais vu le grappling gi ou no gi devenir discipline olympique jusqu'à maintenant. Par contre, Ça, j'ai jamais même entendu parler de ça. ouais, il n'y a pas de pourparler, mais c'est un espoir. Ouais. Si, il y a eu un espoir quand même, tu sais, on en a entendu parler à partir du moment où il y avait les frères Miao qui avaient combattu sur une compétition, un championnat du monde du WWE. Ouais. Tu vois, il y avait une équipe, la première équipe brésilienne avec un des frères Miao. Et on s'était dit à ce moment-là que c'était peut-être un signe, tu sais, justement d'une éventuelle ouverture vers les JO, dans le sens où si quelqu'un de ce statut et de ce calibre s'intéressait à cette fédération-là, c'est qu'il y avait quelque chose à tirer derrière. Tu vois, parce que c'était clairement pas à son niveau. Tu vois, son niveau il est beaucoup plus important, et puis on sait très bien que le niveau de l'IBJJF et le niveau de l'UWW, c'est le jour et la nuit, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, si je me fie à ce que me dit Claire France, mais c'est que des choses comme ça, on en discutait comme ça, c'est pas quelque chose d'acté ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle me donnait cette info au niveau de la JP. Mais parce qu'il y a un moment, je vais poser la question, en fait, j'ai essayé de lui poser quelques questions parce que je sais qu'elle a plus d'informations que nous là-dessus. Nous, on a que ce qui est sorti là sur les réseaux sociaux. Elle me disait, je lui posais la question, est-ce que le Newaza et le JJB ne feront pas doublon? Ouais. Tu vois? Ça, c'est une question légitime, hein, parce que c'est le même sport en soi. C'est le même sport. On sait très bien que le Newaza a été remis au goût du jour parce que le Newaza il existe depuis longtemps. Hein. C'est le judo au sol en fait. C'est même plus que ça. C'est même pas le judo, c'est le jujitsu. Jujitsu Ouais. sans i. Vraiment le jujitsu traditionnel au sol. Donc c'est la partie au sol, c'est le Newaza. Et donc d'ailleurs on voit qu'il y a pour attirer. Alors je sais pas si c'est pour attirer le monde ou quoi que ce soit, mais sur les fiches d'inscription du Newaza, il y a marqué Jujitsu Newaza, entre parenthèses, 10 Brésiliens.
tu vois. Oui, j'ai Donc, déjà vu ça. voilà. Donc, ils jouaient sur le flou entre les deux disciplines pour pouvoir attirer du monde. On sait que dans les faits, il suffit de passer la porte d'un club de Newaza pour se rendre compte que ça n'a rien à voir. Et puis, on voit très bien et très clairement que quand il y a des compétitions de Newaza, ceux qui dominent, et on voit l'équipe de France de toute façon, elle est à 100% composée de compétiteurs en jiu-jitsu brésilien. On sait que le niveau technique, il est beaucoup plus important. Par contre, tu as beaucoup plus à tirer en étant dans le Newaza, à tirer comme avantage que quand tu es dans le jiu-jitsu Oui, brésilien. C'est d'ailleurs pour ça que les athlètes du jiu-jitsu brésilien acceptent d'avoir des arbitres qui sont pas compétents, acceptent d'avoir des problèmes, enfin tu vois, dans ces compétitions-là, et qui font ces compétitions-là malgré ça, malgré tous les problèmes qu'on entend, parce que bah, tu peux, déjà tu as des primes quand tu es champion du monde. Tu vois, je crois qu'un ouais. champion du monde de Newaza gagne 5000 euros, je crois. Donc, Ce qui est pas négligeable, ce qui hein. est pas négligeable, hein, on va pas se mentir. Quand tu sais que tu gagnes rien, quand tu fais, tu gagnes rien à l'UWW. À l'UWW, tu gagnes rien, et maintenant à l'IBJJF, t'as une prime, mais selon ton ranking, Voilà, donc tu ouais. vois. Donc bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de champion. Enfin, t'as les Worlds, mais c'est pas un championnat du monde à proprement dit, tu vois. Mais en fonction de ton Ouais, ranking IBJJF, donc ça veut dire que c'est pas sur une seule compétition. En plus, c'est sur un ensemble de compétitions. S'il faut que tu écumes ouais. toutes les compétitions, t'as une Donc, prime, ouais. mais T'as dé- qui est loin des 5000 euros. On va pas se mentir. donc t'as dépensé plus en termes de voyage que la prime que t'as gagnée, quoi. C'est ça. En gros, ça te rembourse une partie de tes frais. Parce qu'entre Ouais. l'avion, entre les frais d'inscription à 100 dollars à chaque fois et tout ça, bon, on sait que t'es perdant dans l'histoire. Mais là, quand tu fais un championnat du monde, effectivement, je crois que c'était ça quand il y avait eu, à l'époque, c'était, comment il s'appelle? Nélis, qui avait fait champion du monde, je crois que c'était ça. Il y avait le montant des primes qui était sorti, je l'avais entendu en tout cas, je sais plus, c'était en off, je crois, mais bon, c'était 5000 euros. Et puis je crois quand tu es médaille d'argent, je sais plus si c'était 3000 ou quelque chose comme ça. En tout cas, en fonction de ta place sur le podium, tu avais une prime. Euh, et en plus de ça, tu peux avoir un statut de sportif de haut niveau. Et ça, c'est aussi une bonne chose parce que le statut de sportif de haut niveau, ça t'apporte des avantages, notamment dans certains boulots, tu vois. Tu peux avoir Ouais. des aménagements de temps Des pour pouvoir aménagements horaires. voilà, pour pouvoir t'entraîner. Même si c'est de moins en moins le cas, mais il fut un temps quand tu travaillais à la SNCF, je crois, quand tu travaillais à la Poste, quand tu travaillais enfin, dans des boîtes Ouais, ouais. comme ça, RATP. voilà, finalement tu travaillais très peu et tu passais beaucoup de temps à t'entraîner. Donc en ayant un salaire complet, quoi. Donc c'était une bonne chose. D'ailleurs, à la fédération de judo, avec le Newaza, ça arrive plus souvent d'avoir un statut de sportif de haut niveau, par exemple, qu'à la FFL, avec la commission de grappling. Est-ce qu'il y a déjà eu un combattant qui a eu la carte pro à la FFL? En grappling, je te parle. Le statut de sportif de haut niveau, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah, alors justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je crois de mémoire que seul Océane Talvar, et encore je suis même pas sûr, enfin je suis presque sûr, en fait c'est à 80, ça remonte à loin, mais parce elle est plus du tout compétitrice maintenant, mais à l'époque où elle performait, où elle avait de très très bons résultats, à l'époque de la FILA, où elle était multiple fois championne d'Europe et championne du monde, je crois que c'était une des rares, voire la seule, à avoir obtenu le statut de sportif de haut niveau à la FFL. Donc ça Mais voudrait dire qu'il y en a eu une. il y en a une. Mais une, parmi tous les athlètes qui s'entraînent et qui combattent et qui performent aussi à l'UWW par exemple, ou à l'époque à la FILA, ça reste très très dérisoire. Alors qu'on voit que c'est beaucoup plus fréquent quand on est à la fédération de judo. Tu me parlais tout à l'heure de Sébastien Lecoq. Enfin, il y a pas mal de monde comme ça qui obtiennent ce statut de sportif de haut niveau via la fédération de judo. Ouais, Donc c'est bien, hein, ouais. c'est une bonne chose parce que ça t'apporte des sponsoring, parce que ça t'apporte du positif d'être quand même sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, par contre, tu avais zéro chance à la CFJB et même sous la FFST d'avoir ce statut-là. Donc Oui. Et puis ça fait monter le niveau, parce que clairement, là, on avait des athlètes amateurs qui devaient rivaliser avec des pros. oui, Donc qui travaillaient à côté, etc. Alors que là, ils pourront se consacrer à 100% à leur sport.
à 100% à leur sport. Et puis en plus, ça donne des accès, bien sûr, à l'INSEP. Tu vois, enfin, il y a aussi des avantages comme ça. Tu vois, tu as accès Oui, à des pôles sport, à l'INSEP, à des préparateurs physiques, à des entraînements vraiment avec des entraîneurs de pointe. Enfin, tu vois, des bah, t'es nutritionnistes pro, avec. tout simplement. Voilà, donc pour le coup, je vois que du positif à ce niveau-là. Alors par contre, la chose qu'elle me disait, c'était que il y avait peu de chances qu'il y ait deux équipes, enfin qu'il y ait une équipe Jiu-Jitsu brésilienne, une équipe Newaza, dans le sens où il y a un calcul qui se fera sur le coût que coûte un sportif de haut niveau, et Ouais. donc de faire des doublons, que c'était presque impossible. Donc il y aurait qu'une seule, en fait, en gros, une seule équipe qui serait prise en compte, en sachant que de toute façon, si on suit à ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est une équipe qui sera composée de mecs du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Parce que c'est déjà le cas. Même les entraîneurs de l'équipe de Newaza, de l'équipe de France de Newaza aujourd'hui, c'est qui? C'est Olivier Michalesco. C'est. C'est. Oh, Guillaume Piquet? Guillaume Piquet. Non? Mais si, c'est ça. C'est Si? Guillaume Piquet. J'ai encore un trou de mémoire, mais c'est Guillaume Piquet. Donc c'est des mecs qui ont la double casquette, qui sont ceinture noire de judo et qui sont ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Mais ce qui fait leur place de coach, c'est leur compétence, surtout en jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, après on regarde, il y a qui? Anthony De Oliveira, Laetitia Boès, il y a qui d'autre encore dans l'équipe? Je me demande s'il n'y a pas Sacha Marguerite. Enfin, tu sais, des gens que je vois qui sont en équipe de France. Il y avait Nélis, enfin, À un moment, il y a eu les frères Blumenthal, il non? y avait les frères Jamais? Blumenthal. Si, les frères Blumenthal. Là, je crois qu'il y a Julien Da Silva aussi. Je crois que j'ai vu, alors je suis pas sûr tout à l'heure, mais Laurence Cousin. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai vu passer sur sa story quelque chose qui me ferait penser qu'elle était en lien avec le Newaza là. Donc, euh, donc voilà, c'est des ceintures noires qui font partie des meilleures ceintures noires en France en tant que compétiteur. Donc voilà, mais pour le coup, même s'ils ont peut-être un lien avec le judo, ce qui fait qu'ils ont leur place, c'est surtout le fait qu'ils soient ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, compétiteur IBJJF, WWE pour certains. Enfin, en tout cas, voilà, qu'ils ont fait leur preuve sur d'autres circuits. Parce qu'il faut savoir aussi qu'avec le Newaza, on ne fonctionne pas par grade. En fait, tous les grades sont mélangés. C'est par catégorie de poids. Tous les grades sont mélangés? Ouais, tu peux être ceinture blanche et combattre contre une ceinture noire. Ok. Ah, tu vois, je savais pas ça. Si, bah c'est pour ça que, par exemple, David Vigilant, tu vois, quand il fait des compétitions en lourd, tu l'as déjà vu affronter Hamza Mefta, par exemple. Ok. Hamza est en ceinture noire et lui, il était ceinture bleue ou violette à l'époque. Enfin, voilà. Donc, euh, donc tu as vraiment cette notion où c'est juste une question de poids. Donc, euh, donc c'est bien. Et c'est ce qu'elle me disait, Claire France, justement. C'est pour ça aussi que le Newaza peut continuer. Parce que tu as des catégories où c'est possible. En fait, et c'est très vrai. Tu as des catégories où le niveau il est plus relevé que dans d'autres. Tu vois, tu as des catégories où une ceinture bleue IBJJF, elle peut tuer une ceinture noire. Et tu as des catégories où c'est moins vrai. Tu vois. Donc c'est pour ça Ouais. qu'il y a un avantage toujours. Si tu veux essayer de tirer ton épingle du jeu dans le Newaza, tu vois, tu peux le faire. Donc Ouais. il y Et a puis de toute façon, ça ferait rien de plus que de faire plus de compètes, quoi. Si les deux restent en place. Oui. Bah, surtout quand tu vois que de toute façon, la première des négociations qui a été faite entre la fédération, enfin entre le CFJJB et la fédération de judo, c'est de garder vraiment l'autonomie de la CFJJB, qu'il n'y ait pas de mainmise par le judo sur la CFJJB. Donc ça restera une discipline associée. Donc en fait, rentrer dans la fédération de judo, ça ne veut pas dire faire du judo, tu vois, ou faire du Newaza. Oui. Donc finalement, les compétitions resteront les mêmes. Il y aura toujours l'IBJJF, il y aura toujours l'Open de Paris. Tu vois, il me disait tout à l'heure que l'Open de Paris, qui est une compétition IBJJF, sera toujours organisée par la CFJJB. Tu vois, et ça ne sera pas organisé par la fédération de judo. Alors peut-être que la fédération de judo pourra peut-être donner plus de moyens,
pour une compétition comme ça, apportera un soutien peut-être logistique ou quelque chose comme ça, mais l'organisation sera faite par la CFJJB. Ok. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est la première des négociations. Donc effectivement, c'est pas déconnant de voir les deux disciplines continuer, entre guillemets. Maintenant, dans les faits, quand tu arrives, tu es un pratiquant qui va débuter et qui veut se mettre au sol, tu vois d'un côté des cours de jiu-jitsu brésilien, tu vois d'un côté les cours de Newaza, elles sont dans la même fédé, tu vas payer le même prix la licence, tu vois. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de monde qui vont s'inscrire au Newaza? C'est ça, et même d'un point de vue compétition. On parlait tout à l'heure de l'arbitrage du Newaza. De ce que tu me dis, c'est assez faible au niveau de l'arbitrage. Ah, il y a beaucoup Finalement, d'erreurs. tous les mecs qui font du Newaza, ils vont faire les compètes, ils vont se concentrer sur les compètes de JJB. Ils vont complètement délaisser le Newaza s'il n'y a pas un réglage à ce niveau-là. Alors oui et non, parce que comme je te disais, le fait qu'il y ait des avantages par le Newaza, à travers le Newaza, tu vois, d'une équipe de France, de primes, tu vois, enfin, tu vois, il y aura sûrement encore des gens qui feront ces compètes-là. Par contre, on parle souvent de ce que le judo va pouvoir, enfin, tu sais, on a souvent peur de ce que le judo va pouvoir faire au jiu-jitsu brésilien et dans l'impact que ça aura. Mais il faut peut-être voir aussi, et ça j'en sais rien, hein, parce que pour l'instant rien n'est fait, mais il y aura peut-être un impact aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une expertise du jiu-jitsu brésilien qui sera apportée au Newaza avec une formation d'arbitre, parce qu'on sait très bien que les arbitres de la CFJJB ils sont très très bien formés, que vraiment voilà, il y a un accent qui est mis là-dessus. Peut-être qu'il y aura pour le coup une passerelle qui fera que les arbitres du Newaza se formeront avec les arbitres du jiu-jitsu brésilien. Tu vois. Et ça, Ouais. ça serait gagnant-gagnant. Finalement, ça serait positif à ce niveau-là. Ouais. Donc, Ah, mais ça concerne que la France. À l'international, ça change rien. oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, les problèmes que j'ai entendus, ils étaient plutôt franco-français, hein. Ouais. Donc à l'international, je ne sais pas vraiment s'il y a des problèmes d'arbitrage. Il faudrait, pour ceux qui combattent à l'international, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, les problèmes que j'ai entendus, c'était plus sur les championnats de France. Enfin, en tout cas, voilà, c'était plus sur ces compétitions-là. Mais effectivement, voilà, si avec la même licence, on a la possibilité, parce que jusqu'à maintenant, il fallait payer la licence. Déjà, il fallait être affilié, trouver un club affilié au judo, payer la licence de judo pour pouvoir faire les compètes Newaza et de l'autre côté faire les compètes IBJJF et CFJJB en payant une licence et en s'affiliant. Là, le fait que tout le monde soit sous la même catégorie, enfin sous la même fédération, en tout cas les passerelles sont plus faciles et on verra peut-être, et c'est ça aussi qui fera peut-être plus évoluer le Newaza, on verra peut-être plus de combattants du jiu-jitsu brésilien qui sont à la CFJJB faire des compétitions de Newaza, parce que forcément la passerelle elle sera plus simple. Donc c'est vraiment une possibilité à ce niveau-là. D'ailleurs, tu as des clubs, je crois, où tu as les deux licences, il vous fallait prendre les deux licences. Je crois qu'à Kamat, je me demande même s'il fallait pas prendre la licence obligatoirement à la fédération de judo. J'avais cru voir ça, je suis pas sûr. Si les frères Akapovi nous entendent, je sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je crois que c'était le cas. Je crois qu'il faut prendre la licence à la fédération de judo pour le Newaza. En fait, je crois que leur couverture, elle se fait plus par là, tu vois. Parce qu'être dans une fédération, c'est aussi avoir une assurance, c'est aussi avoir, enfin, tu vois, ça a beaucoup d'avantages pour les licenciés. Quand tu payes, quand t'as une licence, tu as une couverture de par ta licence. Donc c'est pour ça que dans tous les clubs, on demande toujours d'avoir une licence, quelle qu'elle soit. Oui. Parce que tu as l'assurance du club et puis après tu as l'assurance de la fédération avec l'assurance de la licence. Autre interrogation qu'on peut se poser, enfin je crois qu'on a fait le tour là-dessus. De toute façon on rentrera plus dans le détail sur les JO sur l'autre podcast. Va-t-il y avoir un examen pour la ceinture noire? Ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que... C'est une bonne question. Ouais, parce que quand on regarde bien, quand on prend n'importe quelle fédération délégataire, il y a toujours un examen pour la ceinture noire. Qu'on prenne la fédération de karaté, qu'on prenne la fédération de judo ou qu'on prenne la fédération de lutte. Le CFG, tu dois passer un examen à partir de la bleue. Ça c'est encore particulier, c'est qu'à partir de bleu, marron et noir, tu passes un examen. Le grade bleu, marron et noir. Je crois qu'il n'y a pas de, y a pas de violette. Hein. Je crois que tu passes de bleu à marron. Ouais, tu passes de bleu à marron.
Ouais, c'est jaune, vert, non, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Je crois C'est qu'ils se sont ça. basés parce que je crois que c'est les couleurs, non pas du judo ou quoi que ce soit, mais de la lutte. Ils ont repris les grades de la lutte et je crois que c'est comme ça que ça se passe. Et donc à partir de la bleue, effectivement, tu passes un examen devant un jury. Tout simplement parce que à partir de la bleue, tu peux commencer à passer ton diplôme d'animateur, ton BF1. Et Ouais, après il faut BF2. la bleue pour avoir le BF1. Voilà. Et quand tu prends au judo, il faut effectivement passer un examen où tu vas avoir des katas et des points en compétition à avoir pour pouvoir accéder, ne serait-ce qu'au passage. Enfin, en tout cas, tu dois avoir des points en compétition et après faire tes katas, je crois, pour passer ta ceinture noire et avoir ta ceinture noire face à un jury. Et pour le karaté, c'est pareil, tu passes aussi face à un jury. Moi, je me souviens quand j'avais passé ma ceinture noire de Kempo, tu passais donc face à un jury. Et après, tu passais ton diplôme d'instructeur fédéral aussi. Enfin, tu faisais tes cours pour avoir ton diplôme d'instructeur fédéral quand tu avais ta ceinture noire. Ok. Et au niveau des passages de grade, c'est difficile ou c'est allégé? Tu veux dire au niveau C'est des... quoi la valeur Pour tous de les la ceinture grades noire? ou pour la ceinture noire? Non, non, je parle pour la ceinture noire, là où tu passes devant un jury. Honnêtement, alors moi, la ceinture, la seule ceinture que j'ai d'une fédération délégataire, j'ai plusieurs ceintures noires, mais la seule ceinture noire que j'ai d'une fédération délégataire, celle du karaté. J'ai pas le souvenir que c'était vraiment très compliqué. Non, tu avais un examen technique, tu sais. Et après, alors c'est particulier parce que le Kempo, en fait, t'as pas de kata. Donc il n'y a pas de truc, tu sais, à préparer. C'était plus, tu faisais un étalage de tes techniques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu venais, tu faisais, il te demandait un enchaînement, tu vois, pied-point, avec des amenés au sol, avec des trucs comme ça. Et puis après, tu avais un sparring, tu vois. Et puis finalement, ça se passait bien. Et j'avais servi de partenaire pour quelqu'un qui passait son grade en troisième dan, tu sais. Ouais. Et c'était la même chose. En vrai, c'était la même chose. Sauf que les sparring étaient peut-être un peu plus appuyés. Enfin, tu vois. Après, en fonction de si tu passes ta ceinture noire première dan et après tu montes dans les dan, peut-être que le niveau d'exigence il est plus important, tu vois. Mais parce qu'à chaque fois que tu passais un dan, en tout cas au karaté, il fallait que tu passes un examen. Je sais pas si c'est le cas à la fédération de judo. J'ai pas l'information. Mais en tout cas, voilà, il fallait que tu passes un examen et que tu fasses tes preuves. Mais bon, c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Donc Ok. voilà, mais en tout cas, pour l'instant, ça colle pas avec ce qui se passe dans le jiu-jitsu brésilien. Dans le sens où, on le sait tous, c'est une ceinture qui est donnée par ton prof en contrôle continu. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des académies qui font passer des examens, hein. Tu prends, tu sais, à la Roy Dina Academy, on le voit sur YouTube, tu vois, le mec pour chaque grade, il fait passer un examen. T'as comme ça, mais c'est un peu à la libre appréciation de chaque club, quoi. Enfin, de chaque académie. Mais en règle générale, c'est quand même un contrôle continu. Alors tu fais peut-être tes preuves. Alors en général, si c'est des clubs compétiteurs, tu fais tes preuves en compétition et puis on va te donner ta ceinture sur un podium. Et puis pour les loisirs, bah voilà, c'est à l'appréciation du prof. Euh, les avantages et les inconvénients de ce truc-là, en judo, effectivement, tu passes un examen, mais à 16 ans, tu peux avoir une ceinture noire. Tu vois? Alors, est-ce que c'est un avantage? Bah non. Moi, Ah, ok. Ah non, 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 moi je prends pas ça Ah, comme un ok. avantage. Parce que pour moi, c'est pas un avantage du Ah non, tout. non, non, mais pas du tout, du tout. Ça veut dire que, en fait, quand tu parlais du niveau d'exigence tout à l'heure, effectivement, tu prends la valeur d'une ceinture noire. Je sors les sportifs de haut niveau, hein, parce qu'on sait que le niveau français en judo, à l'international, il est très bon. On fait Ouais, de il est très bonnes monstrueux. voilà, c'est monstrueux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on prend l'ensemble des clubs lambda, tu prends la valeur d'une ceinture noire. Enfin, c'est un peu n'importe qui est ceinture noire, quoi. Quand tu vois des gamins de 13-14 ans qui sont ceinture marron et qui passent après leur ceinture noire, tu te dis qu'il y a un problème. Ouais. Et ça, il y en a dans tous les clubs, hein. Oui, oui, oui. Enfin, moi, les rares clubs de judo où j'ai eu l'occasion de tourner, il y a plein de ceintures noires. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, ouais, 16 ans, 17 ans, tu vois. Alors après, ça va avec le fait qu'ils commencent tôt, tu vois. Mais en jiu-jitsu brésilien et à l'IBJJF, tu as une condition d'âge, tu sais, pour passer certains grades. Déjà, tu peux pas être ceinture bleue, je crois, avant l'âge de 16 ans.
Oui, parce qu'avant, c'est les autres ceintures que t'as. Oui, Enfin, les jeunes, ils ont un autre cursus de ceinture. oui, tu as des grades d'enfant, la ceinture grise, tu vas jusqu'à la ceinture verte Voilà. en fait, et la ceinture verte, tu la gardes jusqu'à ce que tu aies 16 ans. Alors après, peut-être que ça peut être modifié parce que tu as des personnes à 16 ans qui ont le niveau largement pour être ceinture bleue Oui, oui. et continuer, tu vois, et bloquer les gens, tu vois, c'est compliqué, mais je crois que tu peux pas être, de toute façon, je crois que tu peux pas être ceinture noire. Alors ça, je suis pas sûr, mais avant d'être majeur, déjà. Oui, je pense. Enfin, j'ai jamais vu un jeune ceinture noire. Mais de toute façon, c'est cohérent parce que de toute façon, tu as un nombre d'années à respecter. En jiu-jitsu brésilien, tu as un nombre d'années à respecter entre chaque ceinture, normalement. Tu vois, Ouais. et donc, si tu es ceinture bleue à 16 ans, il te reste 2 ans pour être majeur. Donc, si tu respectes le nombre d'années entre la bleue et la violette et la marron et la marron et la noire, déjà, tu sais que tu ne peux pas passer noir avant d'être majeur. C'est pas possible. Tu vois, je crois que c'est 2 ans entre la bleue et la violette, c'est 1 an et demi entre la violette et la marron, et 1 an entre la marron et la noire. Donc déjà, tu es déjà sur... Ouais, donc ça te fait une ceinture noire vers du 20 ans, quoi. Voilà, tu as 4 ans et demi entre les trois ceintures. Enfin, de la première, de la bleue à la noire. Donc, donc déjà, tu peux pas être mineur et avoir ta ceinture noire. Donc, et puis on sait, alors je voyais tout à l'heure des gens qui disaient oui, justement, qu'il y avait cette crainte-là. Tu sais qu'en jiu-jitsu brésilien, on se retrouve avec des mecs qui à 16 ans ont des ceintures noires. Tu sais que ça fasse le même système que pour le judo. Ouais. Mais parce que la ceinture noire du jiu-jitsu brésilien a une valeur. On sait très bien que sur le papier, la ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, quand tu l'as, c'est celle qui a le plus de valeur par rapport aux autres. Tu vois, tu mets du temps à l'obtenir, tu mets minimum 10 ans, tu mets ta sueur et ton sang pour l'obtenir. Oui et non. On le sait très bien. Le fait qu'aujourd'hui ça soit l'appréciation du coach, on sait très bien qu'il y a des clubs et il y a des académies où tu obtiens ta ceinture noire avec beaucoup plus de facilité que dans d'autres. À partir de ce moment-là. Ouais. On sait que Gracie Barra, ils ont vendu des ceintures noires. Donc, donc c'est pour ça en fait, et ça c'est décrié, c'est critiqué par beaucoup de monde, à juste titre, parce que voilà, une ceinture noire tu dois la mériter, mais bon, les problèmes de grade, on en a eu dans notre fédération, enfin dans notre fédération, dans notre discipline, dans notre sport, donc, donc de mettre ça sur le devant du tapis en disant voilà, parce qu'on rentre au judo, les gens auront des ceintures noires à 16 ans sans la mériter, non. Si on reste dans notre logique qui est la ceinture noire, il faut la mériter et il faut mettre sa sueur et son sang pour l'obtenir, que tu sois à la fédération de judo, à la fédération de karaté, à la fédération de lutte ou n'importe où, tu resteras dans cette même logique. À partir du moment où tu te dis que pour avoir la ceinture bleue, il faut savoir défendre, et puis après, il faut savoir mettre tes premières soumissions, tes premières attaques et tout ça pour arriver à la violette, et puis après, et ainsi de suite jusqu'à la noire, bah, si tu gardes cette logique de progression, à partir de ce moment-là, un club où ta ceinture, tu vas avoir du mal à l'obtenir, tu continueras à avoir du mal à l'obtenir. Ouais. Et puis de toute façon, l'IBJJF, s'ils veulent participer à ce type de compétition, eux, ils doivent valider les ceintures. L'IBJJF, ouais. Oui, oui. Tu dois déclarer ton grade. Oui, tu dois déclarer ton grade. Et en plus, bon, après, on sait que les BJJF, de toute façon, c'est une entreprise, hein, c'est un sport business, mais effectivement, tu dois déclarer ton grade et ils vont même loin parce que quand tu as ta ceinture noire et qu'elle est déclarée, en fait, tu sais, c'est 3 ans pour avoir ton premier dan. Et donc, il faut que tu payes tous les ans en fait, ta licence à l'IBJJF et que tu fasses reconnaître ta ceinture tous les ans à l'IBJJF pour avoir ton premier dan au bout de 3 ans. Si tu rates une année et que tu payes pas une année, cette année, elle ne compte pas. Tu vois. Donc, ils prennent pas la date d'effet de ta ceinture, ils prennent tes dates de paiement. Tu vois, donc bon, on parle de travers de ceinture, mais à la fois, tu vois, si ta valeur en tant que ceinture noire ne se vaut qu'à l'argent que tu as donné à l'IBJJF, bon, on peut en rediscuter aussi. Donc je veux bien tout entendre, mais bon, les problèmes de grade, on en a, quelle que soit la fédération dans laquelle tu es, que tu représentes, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Je pense pas que ce soit un argument particulier de parler de ça. Effectivement, il ne faut pas qu'on rentre dans le même travers, il ne faut pas qu'on ait les mêmes facilités que le judo pour faire passer les grades, mais il faut être cohérent. Après, la différence, c'est que le judo, ils ont leur système de grades blanche, jaune, orange, vert, bleu, enfin, tu vois, au fur et à mesure, ils ont toujours eu ça.
avec les demi-ceintures, avec tous ces trucs-là. Nous, on a quand même Ouais. un système de grades qui est différent, puisque tu as les grades enfants et tu as les grades adultes. À partir du moment où ça restera comme ça, bah, je vois pas pourquoi on aurait une ceinture noire à 14, 15 ou 16 ans, tu vois. Ouais, non, mais ça, je pense pas que ça puisse arriver. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Non, 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 non. Et puis à partir du moment où le lien entre la CFJJB et l'IBJJF continuera à perdurer, de toute façon, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc voilà. Euh, la question que j'ai posée aussi. Attends, Ouais, ouais, j'allais te poser une question vas-y. là. Mais vas-y, continue sur ta trame et je rebondis après. D'accord. La question que j'ai posée à Claire Flance aussi, c'est les clubs pourront-ils toujours être affiliés à l'IBJJF mais sans être affiliés à la CFJJB? Parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux, mais t'es pas obligé de passer par la CFJJB. Tu vois? Ouais. Donc oui, oui, ça sera toujours le cas, puisque de toute façon, c'est des licences et des affiliations qui sont différentes, enfin, qui restent indépendantes l'une de l'autre. Maintenant, même si tu le fais, parce que comme elle me disait, et c'est vrai, à juste titre, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'IBJF c'est une entreprise en fait, c'est pas une fédération, Ouais. et tu n'as pas que l'IBJJF. T'as l'IBJJO, enfin t'as plein de fédérations de jiu-jitsu brésilien, en fait finalement D'organisation, quoi. t'en as une multitude. Donc si t'as pas envie de jouer le jeu de l'IBJJF, tu peux très bien faire des compétitions d'une autre organisation. L'IBJJF est juste la plus reconnue et la plus grande en fait, tout simplement. Donc tu pourras toujours t'affilier à l'IBJJF directement, comme tu pourras toujours t'affilier à une autre fédération, sans passer par la CFJJB, mais il n'empêche que si tu veux faire ça, tu resteras bénévole. Tu ne pourras pas donner des cours rémunérés parce que tu n'auras pas de diplôme fédéral. Ouais. Donc la question, moi je me la suis posée. Celle-là, je ne l'ai pas vue forcément, mais en tout cas, je me la suis posée. Enfin, si, quoi qu'il y en a certains qui en parlaient, effectivement, tu ne seras pas obligé d'être à la CFJJB parce que, comme elle disait, de toute façon, tu auras toujours des gens qui n'aiment pas la CFJJB, tu auras des gens qui n'aiment pas le CFG, tu auras des gens qui aimeront la CFJJB et qui aimeront le CFG. Enfin, tu Oui, trouveras, bien sûr. tu auras des gens qui iront toujours au Newaza sans passer par autre chose. Enfin, tu vois, un ceinture noire de judo qui donnait des cours de Newaza, il n'a pas d'intérêt à s'affilier à la CFJJB alors qu'il donne des cours de Newaza. Quand tu sais qu'il est ceinture noire de judo et qu'il aura une ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien, C'était ça ma question. d'accord. C'était ça ma question. Est-ce qu'un prof de judo donc, qui enseigne le Newaza, Mhm. demain il décide d'enseigner le jiu-jitsu brésilien, est-ce qu'il peut? Bah, est-ce qu'il peut, bah, justement, moi, j'en parlais plus tard parce que c'est une des questions qui s'est faite, justement que j'ai vue. D'ailleurs, je crois que bah, c'était mon point d'après. Bon, bon, bah, comme ça, on va faire le parallèle. Les ceintures bleues ne pourront plus enseigner. Tu sais, il y en a qui disaient, ah, bah, comme ça, peut-être que les ceintures bleues elles arrêteront d'enseigner. Parce que c'est vrai qu'en France, la discipline est récente. Quoi qu'on en dise, elle est là depuis les années 90. Enfin, tu vois, c'est bon. Là, maintenant, on a quand même pas mal de ceintures noires, mais les prémices, on sait, du jiu-jitsu brésilien, c'est des ceintures blanches, bleues, qui ont commencé à donner des cours à des mecs qui débutaient, et puis elles ont évolué, fait évoluer en dessous leurs élèves, entre guillemets. Donc, quand elles passaient violettes, elles faisaient passer des bleus, quand elles passaient marron, elles faisaient passer des violettes, et ainsi de suite, et on sait que ça existe encore. Et donc, là, il y en a qui disaient, bah, peut-être que ça s'arrêtera. Mais pourquoi ça s'arrêterait entre guillemets? Donc c'est-à-dire que là on disait une ceinture noire de judo qui passerait ceinture bleue, donc d'office jiu-jitsu brésilien. Pourquoi il ne pourrait... Ça c'est acté? Il passerait ceinture bleue? C'est en pourparler. C'est en pourparler, mais en tout cas ça serait quelque chose qui se ferait. Euh, donc à partir de ce moment-là, si c'était le cas, pourquoi il ne pourrait pas enseigner? Quand tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en parlait, à la FFL, au CFG, quand tu passes ton grade bleu, tu peux avoir le BMF 1. Le BMF 1, c'est un diplôme d'animateur. Donc, qui dit animateur dit que tu es sous l'égide de quelqu'un qui a au moins le BMF 2 ou un BPGEPS. Ouais. D'accord. Je lisais le commentaire de quelqu'un qui rebondissait là-dessus, tu vois, qui disait oui, moi je suis ceinture bleue et je donne des cours, mais parce que là où je suis, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, il donne des cours. Par contre, il disait qu'il était sous la tutelle d'une ceinture noire qui était à 2 heures de route de chez lui. Ouais. Tu vois? C'est bien ça. C'est une bonne chose.
Effectivement, parce que tu as quelqu'un qui vient et qui contrôle ton travail et qui peut venir de temps en temps faire un stage, voir comment ça se passe et tout ça. Et toi, tu continues à évoluer, tu fais évoluer tes élèves. C'est ce qui s'est toujours passé dans le jiu-jitsu brésilien et c'est ce qui se passe dans le grappling. Quelqu'un peut, avec un BF1, enseigner du moment qu'il est sous la tutelle de quelqu'un qui a au moins le BF2. Donc, je vois pas où est le problème. Quelqu'un qui est pédagogue, qu'il soit ceinture bleue ou ceinture noire, il donnera des cours correctement. Quelqu'un qui est ceinture noire et qui n'est pas pédagogue, il fera de la merde. Donc voilà, et c'est vrai que t'en avais certains qui disaient, enfin justement qui ont commencé comme ça, qui disaient aujourd'hui, il y a assez de ceintures noires pour pouvoir donner des cours, tu vois, par rapport à avant. Alors qu'eux-mêmes ont commencé sur ce système-là en tant que ceinture blanche, ceinture bleue, et a commencé à donner des cours. Tu vois, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai commencé et puis petit à petit je suis monté, j'ai fait monter mes élèves avec moi, tu vois. Mais parce qu'à l'époque il n'y avait personne. Finalement, dans les alentours, il n'y avait personne. Et il y a encore des zones où il n'y a personne, où tu sais, des zones qui est dépeuplée niveau jiu-jitsu. Tu as des zones qui sont très actives. Paris, la région parisienne, la Bretagne, il y a beaucoup de clubs. Dans le sud, il y a beaucoup de clubs. Mais tu as encore plein d'endroits en France où il n'y a pas de club. Donc un mec qui aurait commencé le jiu-jitsu brésilien, qui déménage pour X ou Y raison, qui va dans un endroit où il n'y a pas de club de jiu-jitsu brésilien et qui dit mais moi j'ai envie de continuer cette discipline parce que ça me plaît, et qui décide d'ouvrir son association loi 1901 et qui passe un... Alors je sais pas comment ça se passera au niveau du judo, si c'est qu'un diff comme au karaté, là il n'y aura pas de possibilité d'avoir de diplôme. Je sais pas comment ça se passe au niveau des animateurs, tu sais s'il y a une progressivité ou pas. Si c'est un diff, non, il faut avoir la ceinture noire. Je sais pas comment ça se passera avec le judo. Mais en tout cas, si tu as quelqu'un qui décide de passer un brevet d'animateur et de donner des cours, qu'est-ce qui l'en empêche, même s'il est ceinture bleue? Du moment qu'il a quelqu'un qui contrôle son travail, tu vois. Du moment qu'il garde un lien avec un autre club, avec une ceinture noire. Moi, ça me pose pas vraiment de problème, entre guillemets. Ouais, parce que la question, elle est là. Pour être prof, pour passer le BPGEPS, ça veut dire qu'il faut quoi? Faudrait être ceinture noire? Ah, pour passer le BPGEPS, oui. Faudrait être ceinture noire. Oui, je pense. Passer le BPGEPS, oui. Parce qu'il faudra que tu aies un diplôme fédéral à la base. Et pour avoir ton diplôme fédéral, tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple du CFG, pour avoir le BF2, il faut être ceinture noire, enfin grade noir. Ouais, mais le grade noir, tu l'obtiens très facilement au CFG. Tu l'obtiens très facilement. Alors oui, c'est ça. C'est tout le problème de la chose, c'est qu'un grade noir CFG est loin de la valeur d'une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Parce que voilà, c'est incomparable. Exactement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parle de la valeur des grades au judo, d'une ceinture noire au judo. Parlons de la valeur du grade noir pour l'instant, à la fédération de lutte. Tu vois, une ceinture bleue ou violette de jiu-jitsu brésilien peut très bien obtenir un grade noir de grappling. Mais une ceinture bleue, mais très facilement. Oui, parce que finalement, tu as juste à étaler quelques techniques d'amener au sol, quelques techniques de renversement, de passage et tout ça. Finalement, enfin, on te demande alors, des techniques qui sont de plus en plus évoluées, tu sais, en fonction du grade que tu vas passer. Mais faire un renversement X ou un passage de la X, quand tu es une bonne ceinture bleue compétiteur et tout ça, tu peux le faire très facilement. Enfin, tu as des clubs qui savent faire tout ça très bien dès la ceinture bleue. Donc tu peux passer ton grade noir parce que finalement on ne te demande pas énormément de critères pour l'avoir. Après tu vas faire du sparring. Logiquement, faire du sparring. Si. Sur le papier, il faut quand même un certain nombre d'années pour le passer. Oui. Sur le papier, il y a un certain nombre d'années pour le passer. Voilà, c'est que les grades sont soumis au nombre de licences. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc effectivement. Mais après, ça c'est les faits et dans la réalité, tu peux faire un petit courrier en expliquant la situation et tu peux... Alors ça sera peut-être de moins en moins le cas avec le temps. En fait, c'est comme pour tout. Le système de grade, il s'est mis en place tardivement, c'est encore très jeune, donc effectivement, pour faire développer ta discipline, tu es obligé d'accepter de contourner un petit peu la règle. Donc c'est pour ça, mais effectivement, la preuve est, c'est que moi, quand tu t'en souviens, quand tu as passé ton grade bleu, je venais pour passer mon grade marron et finalement j'ai eu le grade noir. Parce que finalement j'étais le seul à passer le marron et j'ai passé mon grade avec ceux qui passaient le grade noir. Et comme j'ai réussi à faire la même chose que les autres, et finalement j'ai eu mon grade noir. Après j'avais l'ancienneté de licence.
Ouais. tu vois. Mais sur le papier, je venais pour le marron. Donc, et puis finalement, dans la journée, ça s'est fait. Bon, à la fin, bon, bah, finalement, on te donne le noir. Tu vois. Donc c'est pour ça, mais ça va avec le fait que la discipline est relativement jeune aussi. Tu vois, je veux dire, la discipline encadrée. Le grappling n'est pas Oui, jeune, bien sûr. mais encadré sous le CFG, c'est jeune. Là, on verra comment ça se passe. Déjà, on verra la transition, parce que ça, c'est une grosse question. La transition quand tu vas passer justement dans la fédération de judo. La reconnaissance des grades. Quand tu es déjà gradé et tout ça, on va voir. Tu sais, parce que là, il peut y avoir des loupés, il peut y avoir des gens qui vont rentrer, et puis tu peux avoir des gens qui se mettent dans la brèche et qui passent des grades supérieurs, tu vois, on sait pas. On sait pas comment ça va se passer. Foncièrement, dans les Ouais. faits, quand il va y avoir de la transition, il y aura toujours un moment de flottement quand tu arrives dans une nouvelle fédération, tu vois, ou dans le début d'une fédération, enfin d'une commission dans une fédération. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Au niveau du nogi, il y a un qui change? Mais pourquoi ça changerait? En fait, la question, voilà, elle est là. Et pourquoi ça changerait? La discipline, elle est composée des deux. T'as gi et no gi. Effectivement, le judo se fait en kimono, mais étant donné qu'on est sur une discipline associée qui garde sa souveraineté, à mon sens, le no-gi reste le no-gi, quoi. Enfin, le gi et le no-gi reste le no-gi. Enfin, le gi et le no-gi. Donc je vois pas vraiment de problème à ce niveau-là. Ce qui est Ok. très bien. Je te demande, hein, comme t'es dans les petits papiers apparemment. Ah, écoute, j'ai des liens, j'ai deux, trois contacts. Non, mais encore une fois, j'ai déjà cité son nom tout à l'heure, mais merci à Claire France qui a gentiment répondu à toutes mes questions. Parce que voilà, on lit voilà en surface ce qui se passe, et puis voilà, j'ai pu rentrer un peu plus en profondeur avec elle. Pas suffisamment, je redébattrai avec elle, et peut-être qu'on fera un avenant au podcast. Parce que effectivement j'étais pris par le temps parce qu'on devait enregistrer là et puis qu'il était déjà presque tard parce qu'on a commencé à enregistrer presque 1h du matin comme d'habitude. Donc, donc voilà, mais elle a gentiment répondu à mes questions et donc c'est cool et je la remercie énormément. Panda, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, merci beaucoup. Donc, donc voilà. L'autre point qu'on a évoqué d'ailleurs avec elle, c'est c'est justement que ça allait laisser le choix aussi de la fédération. Tu vois, jusqu'à maintenant, si tu voulais enseigner avec un BPGEPS, il fallait que tu choisisses le CFG. Tu vois? Oui. Encore une fois, parce que le CQP, tu es limité par le nombre d'heures d'enseignement. Aujourd'hui, tu auras le choix. Le CFG, il faut savoir que tu as une particularité dans le règlement, c'est que par exemple, tu peux pas tirer la garde, sinon tu donnes 2 points à ton adversaire. Et donc, pour beaucoup, comme pour moi, hein, par exemple, ça me pose problème. 2 points? Ouais. Oui, en fait, c'était 1 point en France, 2 points à l'UWW. Ah, oui. Et maintenant, Ouais. ils se sont calés sur l'UWW. En fait, ils ont fait une transition d'une saison avec 1 point et maintenant ils sont passés sur 2 points. Ah ouais, moi j'étais resté sur 1 point. Ok. Donc, Ah ouais, c'est énorme. c'est énorme. Bah, tu es obligé de renverser. Avant, tu pouvais faire un choix en France, hein, du moins, stratégique où tu tires la garde, tu donnes 1 point, mais quand tu renverses, tu en marques 2, donc tu marques au point. Enfin, tu t'es devant au point. Maintenant, tu renverses, tu repars à 0. Tu vois, donc stratégiquement, c'est quelque chose qui est important. Mais quand tu n'aimes pas lutter, que c'est pas ton truc et tout ça, on parle de sport, hein, on parle de discipline sportive, on parle pas de tous ceux qui en font le débat sur dans la rue, tirer la garde, ça n'existe pas, blablabla. On sort de toute cette considération-là, on en parle de sport. Donc tu as des gens à qui ça peut poser problème, ce système de lutte. Tu vois. Donc, le fait de rentrer à la CFJJB, ça permet pour toutes ces personnes-là de pouvoir tirer l'esprit léger, tranquille. Après, tu as d'autres problèmes. Pour certains, parce qu'on parle règlement, à la CFJJB, tu auras des problèmes, plus de problèmes de règlement sur les clés de jambes que tu auras moins à la CFG. Tu vois, sur les enroulés de jambes, sur tous ces trucs-là. Tu vois. Bon, Ouais. on va rester dans le système du gi. En ogi, c'est différent parce qu'en ogi, maintenant, on a le droit aux clés de talon à partir de la ceinture marron. On peut faire du knee ripping et tout ça. Ça aussi, tu vois, CFG, tu peux mettre des clés de jambes, toutes les clés de jambes que tu veux à partir du niveau débutant. CFJJB, en fonction de ton grade, tu as des ouvertures de droits supplémentaires sur les clés de jambes. Tu vois, donc en fonction de ce que tu aimes, de ta sensibilité et tout ça, tu pourras choisir l'une ou l'autre
finalement des fédérations. Pour passer le diplôme. Bah, pour créer ta carrière, en fait, tout simplement. Parce que qu'est-ce que le gros avantage? Parce que voilà, Non, non, mais là, on parle du diplôme, parce qu'en soi, tu pouvais déjà le faire avant. Soit aller à la CFJJB, soit aller au CFG. oui, Là, on parle du diplôme. oui, c'est ça. Non, mais quand tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de perspective d'évolution. Là, le fait d'avoir effectivement de rentrer dans une fédération délégataire avec tout ce que ça t'apporte, tout ce qu'on dit depuis le début, effectivement, c'est pour le coup, c'est avant, t'avais. Alors oui, tu as raison de parler de diplôme parce que c'est ça que ça implique, hein, de toute façon. Mais tu avais ce truc où tu te disais l'avantage que j'ai, c'est que ici, je vais pouvoir créer, en fait, avoir une véritable évolution dans ma pratique jusqu'à l'enseignement, jusqu'au BPGEPS et tout ça. Et de l'autre côté, tu l'avais pas. Aujourd'hui, tu l'as des deux côtés. Donc en fait, finalement, tes critères ne se basent plus sur le diplôme, mais ils vont se baser sur d'autres points de vue, dont le règlement et dont ta sensibilité en fonction du règlement. Tu vois? Où tu vas choisir le côté justement lutte ou le côté JJB. Puisque maintenant, tu auras une équipe de France. Alors, je sais pas après comment ça va se passer avec le Newaza, l'équipe de France et tous ces trucs-là, mais tu auras une équipe de France du côté Fédération de Judo. Tu auras une équipe de France du côté Fédération de lutte. Les deux auront un accès à l'INSEP. Les deux potentiellement auront un accès à un statut de sportif de haut niveau, même si c'est visiblement plus compliqué au niveau de la Fédération de lutte. Tu vois? Et les deux, après, auront une potentielle évolution jusqu'à un BPGEPS. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Moi honnêtement, je vois beaucoup de positifs à cette nouvelle-là. Ouais, bah sur le papier, il y a que du positif en fait sur le papier. Oui, oui. Surtout quand tu vois que de toute façon, la CFJJB restera la CFJJB. Sauf qu'elle sera. Enfin, le JJB tel qu'on le voit à la CFJJB restera ce qu'il est. Bah, Et comme le CFG finalement, qui est libre de ses décisions. comme le CFG qui est libre de ses décisions. Après, quand tu vois, le CFG a du mal à prendre, là où le CFJJB a pris de l'ampleur. Tu vois, un autre point, moi, qui me fait penser que le CFJJB peut avoir son avantage, c'est le nombre de participants en compétition, notamment chez les féminines. Oui. Tu vois, tu as plus de catégories, tu as surtout plus de personnes qui participent. Donc quand tu as une féminine qui est un peu légère, c'est peut-être plus intéressant de la voir combattre au CFJJB que de la voir combattre à la FFL, où elle combattra qu'avec des meufs en absolute parce qu'il n'y aura pas assez de personnes. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Bon, en soi, la plupart des gradés entre guillemets du jiu-jitsu brésilien, enfin en tout cas des profs connus du jiu-jitsu brésilien ont un peu adoubé cette décision du fait qu'on soit rentré à la fédération de judo. Ouais, c'est ce que tu vois dans les commentaires. C'est ce que je vois dans les commentaires. Il y en a que très peu qui sont contre. Après, il y en aura toujours qui seront contre. Il y en a toujours qui auront cette crainte. Finalement, cette crainte, on l'a tous, même ceux qui sont d'accord. Alors après, peut-être que ceux qui sont proches de David Giorzetti, tu sais, qui sont vraiment dans les petits papiers de la fédération, ils auront peut-être des informations en plus que nous. Donc forcément, pour donner un avis, c'est toujours plus facile. Mais tous les autres, ils auront toujours une petite crainte au début. C'est normal, il faut que ça se mette en place, on verra, il faut laisser passer une saison, il faut voir comment ça se passe. Oui, clairement. Donc tant que ça ne sera pas fait, on pourra pas faire de véritables retours d'expérience dessus. Pour l'instant, finalement, si j'écoute ce que m'a dit Claire France, tout est en négociation. Ça c'est fait, c'est signé. Ce qui était important, c'était d'acter le côté souverain, d'officialiser le truc, d'officialiser, mais de garder l'autonomie en fait, d'acter l'autonomie de la CFJJB par rapport à la fédération. Donc ça a l'air d'être le cas. Après, tout le reste, c'est de la négociation et puis c'est du détail. De toute façon, il y aura forcément des sacrifices qui en seront ou qui n'en seront pas. En tout cas, des choses qui vont être adaptées au fait de rentrer dans un cadre d'une grosse fédération comme celle-là. Pourquoi il y a sacrifice s'ils sont autonomes?
Oui, enfin c'est pour ça que je suis revenu sur le mot sacrifice, parce que c'est peut-être pas sacrifice, mais tu vois, c'est ce que je te disais, il y aura des choses qui vont foncièrement changer, parce que quand tu rentres dans le cadre d'une fédération, tu dois aussi respecter certaines règles de la fédération. Tu vois, c'est dans le sens, c'est ce qu'on disait, peut-être sur le grade. Tu vois, peut-être que sur la ceinture noire, peut-être que une discipline. Je reprends l'exemple du karaté parce que c'est le seul que j'ai vécu. Après, comme je te disais, de toute façon, quand tu étais ceinture noire de karaté, tu es ceinture noire de toutes les disciplines. Mais le jour où j'ai passé ma ceinture noire de kempo, en fait, on était dans un immense gymnase qui est réservé d'ailleurs, je crois, à la fédération de karaté. Et, euh, et en fait, tu avais plusieurs tables. Et en fait, sur chacune des tables, tu avais une discipline différente. Donc tu voyais des mecs qui faisaient du Shotokan, tu avais des mecs qui faisaient du Goju Ryu, tu avais des mecs qui faisaient du Krav Maga, tu avais des mecs qui faisaient des arts martiaux du sud-ouest, parce que tu sais, ils ont pas mal de disciplines différentes, tu vois. Et donc toutes les disciplines, Ouais. elles étaient représentées sur une table avec des cadres de cette discipline-là. C'est ça qui est d'ailleurs qui est aberrant quand on te dit que tu peux tout enseigner, parce que tu avais quand même les cadres, à chaque fois, tu avais des cadres de ta discipline. Moi, c'est des gens du Kempo qui m'ont qui m'ont examiné. Mais ça, quand tu m'as dit, franchement, je suis choqué de ce que tu me dis, hein. Mais je t'en avais déjà parlé, tu t'en souvenais C'est. pas? Non, mais C'est c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, demain, je peux ouvrir une section de Krav Maga sans problème. Je peux ouvrir une section de Shotokan sans problème. Je peux faire du Kali ou du Penchaksilat sans problème. Juste parce que justement j'ai ce diff de karaté. D'ailleurs, c'est marqué diff de karaté. T'as pas diff de karaté mention Kempo, tu vois par exemple. Ouais. Parce que ça aurait pu être le cas, mais c'est pas le cas. Mais c'est Donc encore d'actualité, ça. Ou c'est quand toi tu l'as passé. Ça n'a pas changé depuis? non, non, je crois pas que ça ait changé. Bah, d'ailleurs, il y en a qui en parlent encore. Et il y en a justement qui ont exprimé la crainte pour la fédération de judo, ça soit la même chose. Qu'avec le temps, ça le devienne. Alors là, en plus, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi tu sais, une refonte aussi. Forcément, ils ont changé de direction. Tu vois, c'est une nouvelle équipe, là, la fédération de judo. C'est ce qui a permis Oui, bah justement ça se voit. De toute façon, sinon ça serait jamais fait, sinon. Voilà, c'est ça. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de cette fédération. C'est des gens plus jeunes qui ont une autre dynamique. Oui, bah ils sont sur le coup. En plus, je pense que clairement, ils voulaient le MMA. Ils se sont proposés pour avoir le MMA. Ils l'ont raté. Ils l'ont pas eu. Donc là, je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion. Là, il fallait un sport moderne, entre guillemets. Oui, Un sport d'avenir. Je pense qu'ils misent sur le JJB. Tout le monde mise sur le JJB. Surtout avec la légalisation du MMA. Je pense que le JJB va encore plus grossir. Donc c'est tout à leur intérêt d'intégrer le JJB dans leur fédération. oui, 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 c'est clair, c'est clair. Non, et puis de toute façon, il y a toujours eu ce lien potentiel entre les deux disciplines. C'est juste que, comme disait Claire France, et c'est marrant, je vais reprendre son expression parce que j'ai bien aimé, c'était un peu une proposition anti-McDo. Alors je comprenais pas anti-McDo, en fait c'est au McDo, ils te disent venez comme vous êtes, tu vois. Et en fait la fédération de judo jusqu'à maintenant c'était venez mais pas comme vous êtes. Vous mettez pas vos kimonos, vous respectez un règlement particulier. Enfin, tu vois, ils mettaient des conditions à la venue du jiu-jitsu brésilien. C'est pour ça que ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe et là, on vient comme on est. Tu vois, on vient avec nos règles, Ouais. avec nos tenues, avec ce qui fait l'identité du jiu-jitsu brésilien. Avec le fait qu'il y ait le lien avec l'IBJJF, avec tous ces trucs-là. Donc c'est ça qui change tout. Oui, bah, sinon c'est plus du jiu-jitsu brésilien. C'est du Newaza. Bah oui. Mais c'est des problèmes des fédérations. C'est qu'en gros, ils acceptent de te prendre parce qu'ils savent que tu as besoin d'eux. C'est tout le problème, de toute façon, ce que je disais franco-français. C'est qu'ils savent que tu as besoin d'eux parce que tu dois avoir une reconnaissance vis-à-vis de l'État et du ministère des Sports. Et donc pour ça, bah, ça leur donne une légitimité en fait pour avoir un contrôle sur ta discipline. C'est pour ça que Ouais. toutes les disciplines choisissent en fait finalement. C'est pour ça que toutes les fédérations en fait sont fédération 2 plus DA derrière, discipline associée. La fédération des sports de contact c'est pareil, la fédération de karaté c'est pareil, enfin la fédération de lutte FFL DA, tu vois, t'as toujours ce système de discipline associée parce que voilà, tu as besoin et après tu te rapproches de la fédération qui aurait une sensibilité, soit qui aurait une sensibilité plus proche de la tienne. Donc si tu as un sport de pied-point, tu vas aller vers la fédération des sports de contact. Si tu as un sport traditionnel enfin, tu vois, qui démarre debout avec des percussions par exemple, bah, tu vas aller vers la fédération de karaté. Si tu as un sport de préhension, tu vas choisir la lutte, enfin le gouren, tu vois, tout ça, ils vont aller choisir la lutte. Tu prends là Oui, le et si t'es en kimono, tu vas plus aller vers le judo, voilà, tu vas vers quelque chose etc. qui s'approche de ta Qui sensibilité. s'apparente le plus à toi, ouais. Voilà. Et donc là, c'était le cas. Mais
tu peux très bien tomber sur... tu peux avoir des mauvaises expériences. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de disciplines, des fois, qui rentrent dans une fédération et qui en sortent après par la suite. La fédération de karaté a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Dans le sens où il y a eu beaucoup de disciplines qui sont rentrées, qui ont fini par sortir parce que ça se passait pas bien du tout. Ne serait-ce qu'à cause de ce problème, justement, d'enseignement. Tu vois? Ouais. Parce qu'il faut être en accord avec ça. Ah, mais quand tu rentres dans la fédé dans la fédé de karaté, ils te laissent pas autonome. Ils mettent leur veto sur ce qu'ils veulent. Bah, en tout cas, t'as une règle. En tout cas, voilà, tu dois passer un diplôme. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des diplômes, effectivement, tu dois suivre les réglementations de cette fédé-là. Quand je parle de diplôme d'instructeur, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, tu es d'accord avec le fait qu'un mec qui fait du Shotokan pourra faire du Krav Maga demain, quoi. Ouais. Donc, bon, en tout cas là, visiblement, ça sera pas du tout le cas, et je pense que ça sera pas le cas pour cette fédération-là, et qu'il n'y a pas de crainte à avoir avec la fédération de judo. Je pense pas. Après, voilà. Je pense qu'on refera un podcast d'ici une saison. Oui. Pour faire le bilan. Pour faire le bilan, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a évolué, voir les premières compétitions, voir effectivement l'avenir entre le Newaza et le Jiu-Jitsu brésilien, voir... en fait, il y a beaucoup de questions. Finalement, là, on a essayé de voir un petit peu l'ensemble de la chose et de donner un avis, mais on aura la réalité de ces réponses-là quand ça sera fait vis-à-vis enfin, quand ça sera acté, en fait, quand les négociations seront faites et que ça sera acté. Donc, ouais. Donc on verra. De toute façon, je pense qu'on aura de plus en plus d'informations au fur et à mesure. Là, il y a eu effectivement David Giorgetti qui a sorti... enfin, David Giorgetti, je ne sais pas si c'est David Giorgetti, mais en tout cas la CFJJB qui a sorti un post là avec les premières réponses aux questions qui se posaient. Je te l'ai envoyé tout à l'heure. Un communiqué de la Fédération française de Jiu-Jitsu brésilien où justement ils expliquaient que le CFG intègre France Judo pour la saison prochaine. Il dit vous avez des questions. CFJB. La CFJB. T'as dit CFG. Ah pardon, la CFJB intègre la Fédération de France Judo la saison prochaine. Vous avez des questions. Voici nos réponses. Donc les questions c'était pourquoi le JJB intègre la FFJDA. Ensuite, il y avait que va gagner le JJB à rejoindre la FFJDA, pourquoi la FFJDA et pas une autre fédération, et est-ce que la FFJDA n'a pas cherché pendant des années à nuire au JJB, parce qu'il y avait cette rumeur-là aussi, on n'en a pas parlé, mais il y avait cette rumeur-là, et donc la réponse là du comité français de Jiu-Jitsu brésilien, c'est que effectivement, c'était une rumeur qui est fausse, qui n'a jamais eu entamé d'action administrative pour entraver le développement du jiu-jitsu brésilien. En revanche, l'ancienne équipe était peu favorable au rapprochement des disciplines. La nouvelle équipe dirigeante de la FFJDA s'est montrée ouverte, consciente et respectueuse des spécificités techniques et culturelles du jiu-jitsu brésilien. Donc quand je lis ça, c'est vrai que je me dis que par exemple pour les grades, par exemple, il n'y aura peut-être pas d'examen finalement comme c'est le cas pour le judo. Tu vois, si tu respectes toutes les règles techniques et culturelles, dans la culture, on continuera à se fouetter notre race entre chaque grade. Quand tu auras ta ceinture bleue, tu te feras fouetter. Quand tu auras la violette, tu te feras fouetter. Et la fédération de judo n'aura rien à dire là-dessus. Donc vous inquiétez pas, vous continuerez à avoir des bleus dans le dos. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Non, je suis pas sûr. Et là, donc, on peut voir donc, ce qui est dit sur ce qui... Bon, quoique, une bonne nouvelle, si. Enfin, je sais pas, il y en a qui disent que c'est archaïque. On peut pas faire un podcast là-dessus parce que c'est trop court, mais il y en a qui disent que c'est archaïque et qu'il faut arrêter. Il y en a d'autres qui tiennent à cette tradition parce que, voilà, c'est une tradition. Et puis, c'est un peu comme si on t'envoyait toute la force de sa race dans le dos quand tu passes ton grade. Donc voilà, c'est comme ça. Chacun fait son choix. Ça m'a jamais dérangé de me faire fouetter. Mais bon, après, chacun fait son choix. Et pourtant, je suis dans un club où Dieu sait qu'on est nombreux et Dieu sait qu'il n'y a que des chiens de la casse qui fouettent très fort. Quand ils disent entre les épaules et les hanches, j'en ai pris 2-3 dans la nuque quand même. On va pas se mentir. Oh, je pense que tu les méritais. Ouais, je pense qu'on m'a envoyé un message ce jour-là.
Donc les avantages, si on se fie aux avantages qui a été donné, donc un appui fort pour créer des diplômes professionnels d'enseignement du JJB, une visibilité très importante de notre discipline, parce que c'est vrai que là, il y aura une communication qui sera beaucoup plus forte, hein. Il y aura de la médiatisation, il y aura peut-être plus de passages, parce qu'on sait que le judo passe dans les médias, il y aura peut-être plus de passages, ne serait-ce qu'à la télé peut-être, c'est du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être quelque chose de positif là-dessus, de la médiatisation du jiu-jitsu brésilien. Ne pas être que sur RMC, mais peut-être sur les chaînes nationales comme France 3, France 2, France 3. Peut-être, imaginez demain on a les Worlds sur France 3, on sera content de les voir, quoi. Donc ça serait bien, ou même sans parler des Worlds, juste le championnat de France de jiu-jitsu brésilien sur l'équipe TV, tu vois, on sera content de voir ça. Donc ça c'est une bonne chose. Ouais, c'est compliqué. Je pense que ça serait plus pour commencer les championnats de France Newaza, tu vois. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, on verra, mais ça serait une bonne chose en tout cas. Une légitimité plus grande auprès des pouvoirs publics niveau national, régional, départemental et municipal, donc ça c'est ce qu'on disait. L'accès plus grand au plus grand réseau de dojo pour proposer des créations de sections du jiu-jitsu brésilien. C'est vrai, rien que quand on voit l'Institut national du judo, cette salle immense, voilà, ça fait un accès. Je sais que tous les étés, par exemple, on est toujours en galère pour trouver des créneaux et tout ça. Enfin, tu vois, l'été, on cherche, on va à droite, à gauche, dans les clubs qu'on connaît. Mais tous les étés, à l'Institut national du judo, il y a cours libre toute la journée, juillet et août. Je sais même plus si, je crois que tu payes un peu, mais je suis même pas sûr. Et tu viens et tu t'entraînes. Et surtout, il y a des gens qui peuvent venir, on prête des kimonos et ils découvrent la discipline. Donc si jamais demain il y a une part pour le jiu-jitsu brésilien à l'Institut de judo l'été, qu'on prenne un kimono et que la personne découvre la discipline sur juillet-août et qu'après elle cherche un club et qu'elle vient chez vous, vous serez content d'avoir ce lien-là et d'avoir cette opportunité-là d'accès, tu vois, d'attirer de nouveaux élèves. Ouais. Possibilité de travailler sur des dossiers tels que statut d'athlète, tels que le Athlète, statut de nos athlète athlètes, pro. création de sections de sport-études, c'est vrai, ça on n'en a pas parlé. Ah, c'est, L'organisation ouais. de tournois au sein d'une fédération reconnue par le ministère des Sports. Donc bon, en tout cas, voilà, que du positif à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, pour le coup, je suis convaincu que c'est quelque chose de très bien, que c'est quelque chose de très bien pour nous. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah écoute, on est à l'air complet sur le sujet. Ouais. S'il y a juste une chose, ça me revient, une personne qui a dit, mais ça, je sais pas vraiment si on peut en parler ou pas en parler, enfin, je sais pas s'il y a un intérêt à en parler. Quelqu'un qui disait que il y avait potentiellement un problème avec les structures privées. Tu sais, les salles privées. Dans le sens où, alors, son argument c'était si le PSG judo, tu sais, embauche parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont des grosses subventions et tout ça, un Roger Grassi. Je crois que le mec a pris un exemple comme ça avec un grand nom, tu vois, et qu'ils te font une cotisation à 250 € l'année et que eux payent Roger Grassi et qu'ils te donnent des cours. En gros, quel intérêt tu as à t'inscrire dans une structure privée où tu vas payer 600 € l'année pour prendre des cours de jiu-jitsu brésilien alors que là tu paierais 250 € avec Roger Grassi. Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive. Non, honnêtement, je vois pas vraiment le truc. Après, effectivement, tu auras peut-être le PSG Judo qui va faire ça, mais tout le monde ne vit pas à côté du PSG Judo. Et puis, le fait d'avoir Roger Grassi comme prof, enfin, déjà, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent s'inscrire dans une section, hein, sur un tapis, donc il y aura toujours des portes ouvertes pour d'autres. Et puis, je pense sincèrement que Roger Grassi, en termes de salaire, il se fait quelque chose qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, en fait. Oui, en fait, c'est un exemple, mais je vois pas un... je sais pas. Mais déjà, ça a peu de chances d'arriver. Je vois pas le PSG Judo faire ça. Et puis en plus de ça, quand tu prends les services d'une société, enfin d'un club privé, en général, tu n'as pas un club privé pour une discipline, c'est multidiscipline. Donc c'est-à-dire que quand tu payes ta cotisation, tu as accès au MMA, tu as accès à la capoeira, tu as accès à la lutte à livrer, tu as accès, enfin tu vois, tu as accès à toutes les disciplines qui sont proposées par ce club privé. Donc tu sais, même si tu prends le district, tu vois, tu as de la boxe, tu as de la remise en forme, tu as du JJB, tu as la lutte à livrer.
Tu vois, Avec des créneaux étendus sur toute la journée. Avec des créneaux étendus sur toute la journée et tout ça. Donc le prix il est justifié par l'offre qui est proposée. Donc bon, je pense, c'est pour ça que je le vois, là, on en parle là en fin de podcast, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment débat à ce niveau-là. C'était un commentaire, comme je vous ai dit, j'ai lu les commentaires, donc on essaie de répondre un peu à tout ce qui s'est vu. Mais je suis pas sûr que ça soit un argument vraiment contre qui ait du poids dans le fait que la CFJB rentre à la fédération de judo. Donc voilà. T'as d'autres questions? Ouais. Non, on est bon. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voyez d'autres choses, si vous voyez d'autres arguments, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, si vous voulez débattre, n'hésitez pas en commentaire, que ça soit sur Facebook, Instagram, que ça soit sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis, de toute façon, vous le savez, hein, on est ouvert à tout. On n'est jamais contre ou pour à 100% sur quelque chose. On essaie toujours de rentrer dans le débat et de voir un petit peu toutes les... de passer en revue tout, si c'est positif ou négatif. De toute façon, il n'y a rien de blanc ou de noir dans la vie. Donc n'hésitez pas. Juste, on se questionne, quoi. On se questionne entre nous. Voilà, et en même temps, on essaie de faire évoluer votre réflexion. Des fois, apporter des pièces supplémentaires à votre propre réflexion. Donc voilà. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!